Georges Bataille et Anne Hébert illustrent la descente dans le néant, telle une exploration de l'intériorité aussi surprenante que nécessaire. À travers l'épreuve, on ressent la vie charnelle de leurs personnages, les fourmillements, les brûlures, les spasmes. Le corps, recouvert de saleté ou de sueur, est frénétique et vibre d'émotions intenses. C'est la totalité d'une existence et d'une affectivité qui nous est ainsi livrée dans le délire. Chez Hébert, cette expérience est qualifiée de mal étrange et peut être l'effet d'un désir que l'on refuse au silence. Ce mal engage les protagonistes dans une voie où le besoin de vivre s'exprime en névrose et, parfois même, en indécence nécessaire. Il touche le point sensible de l'identité en s'en prenant à la personne comme à son individualité. La force de cette vérité, exprimée par la déchirure, sévit dans une chambre censée assurer la protection du fiévreux. Dans le contexte du mal étrange, l'alitement aiguise plutôt les sens et délie les fantasmes dans une malice analogue à celle des enfants qui désobéissent à leurs parents. Névrosés et sensuels, ces personnages se réclament de mondes tempétueux ou meurtris par la violence. Leurs bouffées de fièvre ouvrent dans l'âme, pour citer Huysmans, des fissures par lesquelles l'esprit du mal pénètre. La sexualité dissolue, faisant de la débauche la condition d'une vie souveraine et non le signe d'une provocation, est pour Bataille l'expression même de la fureur. Actes débridés, réalité vicieuse mais vivante, corps sales, malades, dénudés, emplissent tout l'espace de leur métamorphose, demandant à ressentir et à comprendre. Peu importe qu'on les soigne et les écarte du monde, ils sont eux-mêmes régions sulfureuses et étrangères. Ce qui est illustré n'est pas un corps que l'on agresse, mais une aberration où l'on puise un certain plaisir. Le personnage alité ou fiévreux vit successivement dans le rêve, l'angoisse et l'attente. La seule manière de briser ce cercle est de matérialiser sa révolte, de l'enraciner dans le réel. De ces âmes s'exprime alors le souvenir obsessionnel d'un affront subi. On assiste à une vision nouvelle de la chair, celle qui combat. J'ai découvert Anne Hébert au début de mon baccalauréat. Au fond, je cherchais un sujet pour une thèse de doctorat, puis aussi éventuellement aussi de mémoire de maîtrise. Puis, ce qui m'a fascinée chez elle, c'est le processus de transformation chez ses personnages. C'est ce qui me sautait aux yeux dès le départ. La métamorphose particulièrement des héroïnes sous l'effet du désir. Au départ, je ne savais pas qu'est-ce qui causait cette métamorphose-là, mais à force de lecture, je me suis rendu compte que c'est souvent le désir, l'attrait pour l'autre, souvent un étranger avec des caractéristiques fantastiques qui vient du dehors, c'est-à-dire en dehors de sa vie conjugale ou familiale, qui exerce un certain attrait sur elle, qui fait en sorte que elle détient des attributs elle-même fantastiques. Puis cette métamorphose-là se fait dans la fièvre, souvent alitée, dans une chambre fermée. Bref, toutes ces images-là, toute cette imagerie-là me fascinait, moi, quand j'étais une jeune lectrice. En creusant un peu plus profondément cette œuvre-là, j'ai réalisé qu'il y avait beaucoup de liens entre l'œuvre d'Anne Hébert et l'œuvre de Georges Bataille. Au départ, on pourrait dire que, bon, c'est quelque chose comme choquant d'étudier l'œuvre de notre grande dame de la littérature, finalement, québécoise, en lien avec un personnage, l'œuvre d'un personnage qu'on peut considérer comme un pervers et un fou. D'ailleurs, c'est des noms qu'on lui attribuait à l'époque de son vivant. Mais quand on regarde ça, il y a beaucoup de similarités entre les deux œuvres, même par rapport aux héroïnes. Les héroïnes ne sont peut-être pas dépeintes d'une façon si choquante chez Anne Hébert, mais il y a une évolution qui est quand même similaire. Puis, j'en parle pas trop dans mon essai, mais je me suis rendu compte au fil de mes recherches aussi que la raison pour laquelle il y avait autant de liens entre Anne Hébert et Georges Bataille, c'était des lectures similaires. Les deux étaient des lecteurs de Rimbaud, de Dostoïevski, par exemple, où on voit beaucoup de personnages fiévreux ou délirants, etc. Puis aussi, qu'est-ce qui est intéressant chez Anne Hébert, c'est ce côté aussi que j'ai découvert,
le désir, comme on disait dans mon titre, monstrueux. Ce que je veux dire par là, c'est au niveau de la métamorphose. Donc, des personnages qui cherchent à avoir une tenue négligée, à se salir en quelque sorte. Chez Bataille, ça va beaucoup plus loin puisqu'on a le sang, le sperme, la salive, des choses dans le fond que les gens peuvent trouver écœurantes d'une certaine façon. Chez Anne Hébert, c'est plus en douceur, mais c'est là quand même le chignon démêlé, le vent, le visage brûlé par le soleil, la saleté sur le corps, la boue, des fois les dents entachées également. Donc, toutes ces images-là, ça me trottait dans la tête, ça m'inspirait beaucoup. Mais il faut dire aussi, en tout dernier lieu, que Anne Hébert et Georges Bataille étaient tous les deux des personnes très pieuses à la base. Puis c'est les expériences de la vie qui ont fait en sorte qu'ils se sont détachés tranquillement de la religion, les deux. Parce que Georges Bataille avait pour lui un avenir dans la religion. Je crois qu'il voulait devenir moine. Anne Hébert, elle était... On voit le premier recueil, Les songes en équilibre. On parle beaucoup de Jésus, de papa, la bonne petite fille bourgeoise et très pieuse aussi. Et les deux, à un moment donné, dans leur œuvre, bang, on voit une distinction nette. Là, il y a quelque chose de plus sauvage qui se dessine, une révolte. Bref, toutes ces thématiques-là m'ont vraiment fascinée.